Bonjour à tous, bienvenue sur Canal 22 dans le débat. Au programme aujourd'hui, l'inflation qui a explosé en Algérie. À quel niveau le pays est-il touché par ce phénomène mondial? À quel degré les Algériens sont-ils affectés? Que fait le gouvernement pour contrer cette inflation, éviter la catastrophe? De leur côté, les autorités annoncent un taux de croissance économique en augmentation pour les prochaines années. Pour en parler, nous sommes avec Hakim Taïbi, ingénieur économiste, Lies Djebaili, économiste et fondateur du collectif Algérie droit devant. Bonjour messieurs. Hakim Taïbi, le ministère algérien des Finances a récemment annoncé des prévisions en ce qui concerne l'inflation. Il parle d'une inflation à 5,1% pour l'année prochaine en Algérie. Aujourd'hui, le FMI présente un taux d'inflation annuel moyen de 9,4% pour l'Algérie, soit son niveau le plus élevé depuis 25 ans. Est-ce que ce chiffre est atteignable d'après vous? Merci pour l'invitation. Merci pour cette opportunité de nous exprimer un petit peu sur ce qui se passe économiquement parlant en Algérie. Bien évidemment, les chiffres avancés par les autorités algériennes sont toujours à prendre avec beaucoup de prudence. Ça ne veut pas dire qu'elles sont automatiquement erronées ou fausses, mais il faut être prudent. La question n'est pas de dire est-ce que ce chiffre est atteignable ou pas, est-ce que, économiquement parlant, l'Algérie a son destin entre les mains. Pour un pays qui est doublement dépendant, que ce soit en termes économiques, donc qui dépend en termes de recettes des exportations du secteur des hydrocarbures, et aussi qui importe massivement tout ce qu'il consomme, enfin une bonne partie de ce qu'il consomme et une partie de ce qu'il utilise pour produire pour l'industrie. Et tous ces produits-là ont également des prix qui augmentent, comme vous l'avez souligné dans votre introduction. C'est un phénomène international qui est dû à la jonction de deux phénomènes. Il y avait il y avait les conséquences de la pandémie et juste après, le monde n'est pas sorti de cette situation qui est intervenue, la guerre en Ukraine. Donc ça a fait deux facteurs importants qui ont fait qu'aujourd'hui, le monde entier fait face à cette inflation. Donc l'Algérie, automatiquement, puisqu'elle importe beaucoup, donc les produits qu'elle va importer vont coûter encore plus cher. Et forcément, ces prix-là, cette hausse des prix à l'international va se répercuter sur les prix sur le marché intérieur. Donc, il faut vraiment être très prudent avec ces chiffres et avec ces prévisions qui... je ne peux pas dire qu'ils ne vont pas les atteindre, mais je reste très prudent. Il faut analyser l'évolution de tous les phénomènes ensemble et ça ne dépend pas uniquement des décisions du gouvernement algérien. Lies Djebaili, est-ce que la balance commerciale de l'Algérie permet aujourd'hui au pays d'être moins touché par l'inflation ou du moins de la ralentir? Merci tout d'abord pour votre invitation. Donc, pour répondre à votre question, je reviens assez rapidement sur le taux d'inflation qui est de 9,2%. Qui a été annoncé d'ailleurs par le ministre des Finances et pas le ministre de l'Économie, il faut le savoir. C'est le ministre des Finances et pas le ministre de l'Économie. Ce taux de 9,2%, c'est une tendance inflationniste qui touche quasiment la majorité de la planète, des pays. Ce taux, il y a une augmentation, ce taux a été constaté pour les 10 premiers mois de l'année en cours, c'est-à-dire de janvier à octobre 2022. On a atteint 9,2%, voire 9,71%, voire 10,1%. Il faut savoir que le taux d'inflation l'année dernière, en 2021, il était de 3,2%, une augmentation de 6 points. Une augmentation de 6 points. Comment ça se répercute? C'est très très simple. Sachant que l'Algérie, c'est pas que sachant que l'Algérie est un pays rentier. Ses ressources en devises émanant exclusivement des hydrocarbures à 98%. Donc forcément, c'est un gros pays importateur.
importateurs quasiment des produits courants. Cette répercussion, le taux d'inflation, il touche les produits alimentaires, aussi bien les viandes blanches, les viandes rouges, le poisson frais, les pâtes alimentaires, les aliments secs. Donc, quasiment, ils ont doublé de 100%. Maintenant, avec ce taux inflationniste, ce taux d'inflation qui frise les 10%, qui a augmenté de 6 points, revenons à la balance commerciale, aux balances commerciales. Le ministre des Finances, je dis bien des Finances et non de l'économie, a une précision de taille aussi, hein, parce que quand on est ministre de l'économie, je veux dire, on doit réfléchir comment booster la croissance économique. Le ministre des Finances, c'est des chiffres. Voilà, voilà que s'est-il passé, voilà le constat, qu'est-ce qu'on a comme ceci, qu'est-ce qu'on a comme rentrée. Avant de parler de la balance commerciale, parlons ce qu'on appelle les entrées et les sorties. Les entrées et les sorties. En 2021, les entrées et sorties, c'est-à-dire quand on parle des entrées et sorties, des revenus, c'est-à-dire les biens et les services. On était à moins de 2,8% en 2021. Il prévoit une augmentation de 6,2% en 2022. Pourquoi? Pour une raison très simple. Les recettes émanant des hydrocarbures vont atteindre 58 voire 60 milliards de dollars, alors qu'en 2021 était de 34 milliards, ce qui explique sa tendance en fait de 6,2%. Mais il y aura une contraction, c'est-à-dire on va revenir à la normale parce que les prix vont se restabiliser. Il y aura un recul de la demande et la guerre, comme il vient de le dire justement M. Taïbi. Donc, il y aura un recul de la demande extérieure du pétrole. Donc, cette crise mondiale de l'énergie va s'auto-corriger en quelque sorte. Donc, forcément, les recettes seront moindres. Qui dit moindre que la balance commerciale, est-ce qu'elle va être excédentaire? Parce qu'on nous annonce 9,2 milliards en 2022, après 11,4 et on finit en 11 milliards de dollars. C'est ça, en fait. Hein. Donc, si j'ai bien compris, c'est une courbe croissante. Mais sur quoi on fait les croissances? Sur quoi on établit ce taux de croissance? On dit que la croissance en 2022, elle était de 3,7%. Le FMI, il dit 4,7%. Oui, moi je fais confiance au FMI, qu'au gouvernement, pour une raison très simple. Parce que le FMI, le Fonds monétaire international, qui est une institution, il a annoncé le taux de croissance pour l'Algérie, parce que chaque année, il fait une publication sur tous les pays du monde, pas que pour l'Algérie. L'Algérie, le Maroc, la Tunisie, les États-Unis, tous les pays sont concernés. Il a annoncé un taux de croissance de 2,4% en avril 2022. Mais après, il y a cette guerre qui vient d'arriver, la guerre russo-ukrainienne, qui a poussé la flambée des prix. Et qui dit flambée des prix, donc c'est une aubaine pour l'Algérie, des recettes supplémentaires, et du coup, la croissance augmente, mais l'inflation, elle reste. L'inflation, elle reste. Parce que pour limiter, pour baisser le taux d'inflation, c'est un mécanisme très complexe. On peut le développer de façon très fluide, hein, pour baisser comment dirais-je, le taux d'inflation. Il n'y a pas que l'augmentation des salaires, parce que nous annonce l'augmentation des salaires. On y reviendra aussi tout à l'heure sur l'augmentation des salaires et des pensions. Hakim Taïbi, dans un article publié par Jeune Afrique, un commerçant se plaint de la hausse des prix des matières premières. Il dit, je cite, « Les tomates et les pommes de terre étaient autrefois à la portée de tous. Frites omelette était le plat le plus économique des familles nombreuses. Avec le prix actuel de la patate, il faut compter au moins 500 dinars pour assurer un seul repas pour 4 membres d'une famille. À quel niveau l'inflation se fait ressentir chez la population ? Écoutez, les échos qui nous parviennent sur ce sujet-là depuis l'Algérie, depuis le pays, sont très alarmants, sont très inquiétants. On reçoit des éléments d'information où les prix de certains produits agricoles qui sont très largement consommés par les familles algériennes, je parle de la pomme de terre, de l'oignon et on ne parle pas de viande du reste, hein, donc des produits de première nécessité. Un plateau d'œufs, je crois que il revient à 1200 dinars si mes données sont bonnes.
la pomme de terre, elle a frôlé les 600. Moi, j'utilise toujours 60 000, 80 000. Donc, les 600 dinars, à un moment donné, je crois qu'il les a dépassés. Je ne parle pas de certains légumes qui sont devenus des produits vraiment de luxe. Donc, effectivement, l'inflation que ressent le citoyen dans sa consommation quotidienne est de loin supérieure à celle de la moyenne qui a été donnée par le gouvernement. Pourquoi? Parce que ça, c'est une moyenne. Ça concerne également, dans son calcul, également les produits qui ne sont pas de large consommation. Donc, il n'y a pas une forte augmentation sur ces produits-là. Et du coup, c'est une moyenne. Donc, il y a des produits qui ont connu des prix qui se sont élevés de façon importante et d'autres un peu moindres. Mais pour ce qui est des produits alimentaires ou bien agroalimentaires qui sont de large consommation, il est clair, il est indéniable que le taux d'inflation avancé, que ce soit par les autorités ou bien même par le FMI qui parle d'un taux annuel moyen de 9,4, moi je pense qu'il est très 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 largement dépassé et je n'ai pas fait de statistiques parce qu'il faut déterminer un panier de produits pour voir, c'est comme ça qu'on détermine. Pour les produits alimentaires, je pense qu'il atteint des chiffres alarmants. Voilà. Azdine Toumi, vous nous avez rejoint, vous êtes militant politique, vous êtes avec nous depuis Alger. Bonjour Azdine Toumi, je ne sais pas si vous m'entendez. Bonjour, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à tes invités, merci de m'avoir invité. Bonjour Azdine Toumi, lorsque vous allez au marché ou faire vos courses, vous êtes à Alger en ce moment, est-ce que vous aussi vous remarquez une hausse du prix des denrées alimentaires ou des produits du quotidien? Les effets de l'inflation ne datent pas d'aujourd'hui. Déjà, le citoyen algérien a été confronté à des difficultés face d'abord au quotidien, à sa consommation quotidienne et face à tous ces événements où notamment l'Aïd, la rentrée scolaire, le Ramadan, etc. C'est des événements exceptionnels. Mais déjà dans son quotidien, le citoyen a du mal à joindre les deux bouts. Et vous imaginez, aujourd'hui, il y a les retraités, par exemple, qui touchent aux alentours un salaire qui tourne autour de 20 000 dinars par mois. Et il y a les salariés, un salarié moyen en Algérie qui gagne 30, 40 000, peut-être jusqu'à 60 000 dinars par jour. Aujourd'hui, il ne peut pas s'offrir une vie décente, c'est-à-dire il ne peut pas couvrir les dépenses de son foyer convenablement quand il a 2 ou 3 gosses, surtout s'ils sont à l'école. Alors, s'il a un malade ou une occasion imprévue, donc il est face à un trou important. Aujourd'hui, on voit que la situation financière du pays, si on se fie aux chiffres que donnent les autorités, on voit que là, les caisses sont en train de se remplir grâce au prix de l'énergie, parce que ça, c'est un point très important. On est toujours dans cette logique de pays rentier. Mais face à ça, la misère est en train de s'installer, les difficultés sont en train de s'aggraver et cette contradiction, et c'est là que intervient l'échec d'un système qui n'arrive pas à trouver les vraies solutions et à mettre en œuvre les vrais mécanismes. Je ne suis pas un économiste, mais en tout cas, l'inflation, elle a touché le monde entier. On n'est pas le seul pays au monde qui a été touché par l'inflation. Il y a des pays européens qui nous dépassent en termes d'inflation, peut-être à 10 ou peut-être plus. Nous, les autorités ont avancé un chiffre de 9,4 et encore entre guillemets, mais les autres pays, ils ont mis des mécanismes, ils ont réagi pour faire face à cette dégringolade ou cette dégradation du pouvoir d'achat du citoyen. On ne peut pas aujourd'hui, en 2022, après tant de sacrifices, on ne peut pas permettre ou laisser tomber le citoyen algérien et le livrer à lui-même, le laisser comme ça face à toutes ces difficultés. Il faut que les autorités trouvent les mécanismes et je pense qu'on est loin
de trouver des solutions parce que aujourd'hui, tous les chiffres que donnent les autorités, c'est des chiffres qui sont liés aux rentrées d'argent, qui sont liés notamment à l'énergie. Moi, je l'ai dit souvent, l'Algérie est un pays riche quand les prix de l'énergie sont plus hauts et l'Algérie subitement devient pauvre quand les prix de l'énergie descendent ou dégringolent. Malheureusement, on est lié à cette équation étroitement et aujourd'hui, il n'y a pas de signe et le cap n'est pas encore clair. Si on voit quelles sont les décisions qui sont prises en termes d'économie, on voit que les investissements tardent à venir. C'est vrai que dans leurs canaux de télévision, dans leur presse, dans leur discours officiel, on a des chiffres, on a de la création d'entreprises, on a des contrats qui nous lient avec des multinationales, notamment dans l'automobile, etc. Mais au final, si on prend les exportations de l'Algérie, on voit que tout est lié soit à la matière première ou aux hydrocarbures, à l'énergie. Or, ces produits-là, or ces richesses-là, qui sont les richesses qui normalement doivent être soumises à une gestion rigoureuse, à une réglementation rigoureuse, parce que c'est des richesses qui appartiennent pas uniquement à notre génération, mais qui appartiennent à des générations entières qui vont venir. C'est des richesses qui peuvent peut-être être mieux utilisées demain quand l'Algérie aura la capacité de faire la transformation, notamment dans la pétrochimie, dans d'autres produits, dans la technologie de pointe comme les composants électroniques, etc. Mais aujourd'hui, prendre cette direction de vendre tout ce qui est vendable parce que les prix sont hauts dans le marché mondial, je pense que c'est une erreur stratégique. Je pense qu'il est temps et arrêter de perdre le temps pour notre pays et de prendre des décisions, comment dirais-je, difficiles peut-être, mais il faut se sortir de cette dépendance maladive et chronique aux hydrocarbures et aux matières premières. Hakim Taibi, face à l'inflation qui touche l'Algérie, le ministre des Finances a annoncé les prévisions pour le taux de croissance économique. Aujourd'hui, la croissance du PIB réel de l'Algérie est de 3,7% cette année, d'après les autorités. Il devrait passer à 4,1% en 2023, à 4,4% en 2024 et à 4,6% pour 2025. Quelle analyse faites-vous de ces chiffres avancés par le gouvernement algérien ? Est-ce que c'est réalisable d'après vous? Alors, juste une petite rectification par rapport aux chiffres qui ont été donnés concernant l'inflation. Donc, le 9,4 d'inflation, ça c'est les statistiques de la mission du FMI. Le gouvernement algérien, on donnait un chiffre de 7,7%. Voilà, donc c'est-à-dire ils ont réduit un petit peu si vous voulez, l'impact de cette inflation. Pour ce qui est de la croissance, donc on table sur une croissance en 2000, croissance globale de 4,1%. Bien évidemment, il est clair que le gouvernement table sur le maintien à un même niveau du prix actuel des hydrocarbures. Donc, et éventuellement, si les conditions favorables vont conduire vers la hausse des prix des hydrocarbures, donc l'augmentation, la croissance va être un peu plus importante. Ce qui veut dire qu'encore une fois, l'Algérie n'a pas son destin en main. Donc, la croissance, le prix des hydrocarbures, on ne sait pas ce que ça va donner par la suite, parce qu'il y a un phénomène aujourd'hui qui est la guerre, donc qui est l'élément qui impacte le plus les prix, le marché pétrolier. Il y a d'autres, donc il faut vraiment savoir comment les choses vont évoluer. Personne n'a aujourd'hui de prévision sur l'issue de ce conflit. Deuxièmement, ce qui me paraît un peu bizarre, c'est le fait qu'on estime que la croissance algérienne sera tirée davantage par le secteur hors hydrocarbures. Et là où je crois qu'il y a quand même quelque chose à discuter, parce que on ne peut pas aujourd'hui, on a en une période assez courte, une année, on va dire, on va passer d'une forte dépendance des hydrocarbures et on va s'appuyer sur
rapidement et sur un secteur hors hydrocarbures qui va être générateur de croissance. Ça me paraît un peu trop hasardeux, je ne dirais pas plus que ça, sans faire dans l'opposition, juste pour faire dans l'opposition, parce que pour pouvoir inverser une tendance qui est quand même ancrée depuis 60 ans, c'est-à-dire que la croissance de l'économie algérienne a été toujours tirée de la vente ou bien de l'exportation des hydrocarbures du jour au lendemain, sans avoir un plan, sans avoir un programme stratégique ambitieux de substitution à l'exportation des hydrocarbures, on va se retrouver encore une fois, une nouvelle fois, pas une nouvelle fois, je dirais, on va se retrouver comme par magie avec une croissance tirée par la production céréalière. Ça serait magnifique, mais j'ai des doutes sur la véracité de ces éléments. Justement, sur les autres domaines, Yass Jebaili, le ministre algérien des Finances, s'est exprimé le 28 novembre dernier. Il justifie les chiffres qu'il a annoncés pour ses prévisions. Il a dit, je cite, « Ces taux de croissance seront le résultat des performances de tous les secteurs, à l'exception de celui des hydrocarbures, qui connaîtra une certaine stabilité entre 2023 et 2025. Hormis les hydrocarbures, quel autre secteur performe en Algérie ? » Alors, j'ai suivi, j'ai lu l'intervention du ministre des Finances concernant le taux de croissance 2023-2025. Il table sur 4,1, 4,6, 4,4. Donc, forcément, c'est entre 4,1 et 4,5 et 4,6% sur les 3 années qui arrivent. Il dit que les performances seront tirées hors hydrocarbures. C'est parce qu'au fait, il accepte la réalité internationale, que les prix des hydrocarbures vont se stabiliser entre 2023 et 2025. Forcément, donc, c'est-à-dire qu'il y aura moins de recettes émanant des hydrocarbures. Mais comment il va tirer ces devises? Alors, il cite 3 secteurs. Il cite le secteur du BTP, bâtiments et travaux publics. Il cite le secteur de l'agriculture et il cite le secteur de l'industrie. Revenons au secteur de l'agriculture. Il faut savoir, en Algérie, on n'a pas une politique agricole qui est performante parce qu'à la base, on était, après l'indépendance, c'est un choix qui a été fait. Donc, je ne suis pas ici sur Canal 22 pour contredire le choix économique qui a été fait après 62. C'est-à-dire c'est un choix économique qui est basé sur les grosses industries, la grosse industrialisation de l'Algérie. D'ailleurs, en Algérie, on a construit pas mal de grandes usines, à Constantine pour la fabrication des engins, à Annaba aussi pour un grand complexe sidérurgique. C'est-à-dire même les soviétiques à cette époque-là, ils ont conseillé les Algériens de ne pas trop investir dans les grosses industries, c'est-à-dire ce qu'on appelle des industries légères. Donc l'URSS a été bien classé. Maintenant, pourquoi l'agriculture, est-ce qu'elle performe en Algérie? Pas. Eh bien non, du tout. On n'a pas une politique agricole. Quasiment, nos produits agricoles sont tirés de part et d'autre dans des régions où il y a des régions qui sont plus productives que d'autres. On a aussi un problème naturel, parce que le problème hydrique, on a un problème de sécheresse en Algérie aussi. Donc le foncier agricole aussi, il souffre. Le foncier aussi, l'agricole, les terres agricoles ont été transformées en foncier, parce qu'aussi on a exploité les terrains. Donc on n'a pas une politique agricole. Certaines régions qui étaient réputées par de grandes producteurs des agrumes, quand je parle de l'Est de l'Algérie, à Annaba, maintenant il n'y a rien, il y a une baisse. Autrefois, on disait que l'Algérie était le grenier de Rome. Elle ne l'est plus, parce qu'on importe du blé dur pour fabriquer du pain aussi. Voilà. Donc tout ça, on n'a pas une vision claire de ces secteurs. Il reste quoi? Il reste le secteur du BTP, bâtiments et travaux publics. Je veux dire, on a fait appel à des Chinois pour construire la réalisation des milliers de logements. Vous savez très bien, quand les Chinois ils arrivent, ils construisent avec leur main-d'œuvre, on en a déjà parlé.
Donc je ne vois pas comment on va performer. Sachant aussi que l'Algérie, elle va investir 40 milliards de dollars entre 2022 et 2026 pour tout ce qui est prospection et raffinage et recherche du gaz et pétrole, 40 milliards entre 2022 et 2026. J'attire votre attention que le financement de l'investissement des projets liés aux énergies fossiles est quasiment suspendu. C'est-à-dire, on peut investir autrement. C'est ça la réalité. Maintenant, sur quoi ces devises, comment on va chercher les devises? On va les chercher sur ces secteurs-là. Est-ce qu'il y a une politique pour ou contre? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une vision claire de l'économie? À l'instant T où je vous parle, c'est une économie rentière. Au fait, on spécule, on anticipe. Maintenant, j'ai compris pourquoi il vient de dire que le taux de croissance va être tiré par ces trois secteurs hors hydrocarbures, parce qu'il sait que l'inflation, c'est l'augmentation des produits alimentaires, des produits de consommation de façon durable. Donc ça va, je veux dire, comment anticiper ou réduire ce taux d'inflation? Il n'a pas la recette magique. C'est ça la question. Autre chose pour finir, sachant que avec 60 milliards, parce qu'en 2021, il y a 35, maintenant quasiment, les recettes ont doublé, 60 millions hors hydrocarbures, ils vont baisser de combien? Mais comment il va compenser le manque à gagner? Il y a 94 milliards de budget qui a été voté, donc 94 milliards, il y a 60 milliards de recettes, on fait un calcul très simple. Le résultat, c'est quoi? C'est addition moins soustraction, il nous reste à peu près combien? 40 milliards, donc forcément, c'est la planche à billets qui va fonctionner, d'autant plus, il n'y a pas que l'inflation qui plombe le pouvoir d'achat, il y a aussi la dépréciation du dinar. Le dinar, la monnaie algérienne, le dinar, a été déprécié depuis 2015, et sachant aussi, en 2015, 1 dollar, c'est 100 dinars, après 136, jusqu'à 143, et dans le marché informel, il fait 196 dinars, sachant que l'informel, c'est le secteur informel, il n'est pas régulé par l'État, qui échappe carrément à l'État. Absolument, en fait, il est illégal, mais le pouvoir, il sait voilà, on le laisse faire. Le Port Square à Alger, les devises, ils circulent, voilà, donc on laisse. Voilà. Donc c'est une économie, voilà. Asdine Toumi, le ministère des Finances a assuré, je cite, garantir la disponibilité des produits de base à des prix en adéquation avec les revenus des citoyens, contrôler les prix et lutter contre la spéculation. Aujourd'hui, quel est le risque pour les Algériens avec cette inflation? Moi, d'abord, je ne crois pas beaucoup aux chiffres qui sont avancés par les autorités. Et je tiens à préciser que le taux d'inflation de 9,4 a été donné par l'Office national des statistiques en juillet dernier. C'est ce que j'ai cru lire dans certains articles de presse. Revenons au danger de l'inflation. C'est ces difficultés et ces dangers qui peuvent mener la société algérienne à des fléaux extraordinaires. Aujourd'hui, la misère, elle peut créer beaucoup de fléaux. Et revenons à tous ces chiffres qui sont en train d'être donnés sur ce plateau. Et pendant 20 ans, on a entendu des chiffres des autorités, on a eu des sommes exceptionnelles qui sont rentrées dans les caisses du pays. Mais s'il n'y a pas une bonne volonté politique derrière, aller de l'avant. Moi, je pense que la politique suicidaire, hasardeuse et aventurière, c'est continuer dans cette direction maintenant. Le potentiel de l'Algérie, il est énorme dans l'agriculture. C'est vrai qu'on a des difficultés par rapport au climat, etc. Mais il y a la science aujourd'hui qui peuvent développer certaines plantes qui résistent un peu plus à l'eau. Il faut s'investir sur les cultures qui acceptent ce climat, etc. Mais il n'y a pas de volonté. Aujourd'hui, pour étrangler l'importation, pour étrangler le business en général,
il faut peut-être d'abord commencer par réduire la facture par rapport aux choses que nous-mêmes on peut produire. On peut produire nos graines, on peut produire notre blé, notre orge, notre maïs, on peut le produire. C'est vrai, il y a des difficultés, mais il faut mettre des mécanismes, il faut aller de l'avant. On ne peut pas aujourd'hui se dire et se considérer comme étant un pays, voilà, on peut pas, on n'a pas d'eau, il y a la sécheresse, etc. On va chercher ailleurs, on va attendre, on va réfléchir. Non, il y a des études qui ont été faites, il y a comment dirais-je, des expertises qui ont été faites, et ils ont démontré que ce pays, il peut avoir une politique agricole très très bénéfique pour le pays et qui peut avoir un poids important sur la balance sur l'économie nationale et puis aujourd'hui brader, moi je le dis, je le répète, peut-être mes camarades qui sont plus maîtrisent mieux l'économie que moi certainement, mais je pense que brader les richesses du pays est une erreur stratégique. Et il faut exporter, il faut créer, il faut innover, il faut créer de la richesse dans le travail. Aujourd'hui, on ne valorise pas le travail dans notre pays. On est en train de dévaloriser le travail. Aujourd'hui, j'ai discuté avec un industriel et il m'a dit j'ai du mal à recruter des opérateurs, notamment dans un secteur bien précis. Il m'a dit parce que les jeunes ont du mal à cause justement de cette politique qui encourage le chômage. Il faut trouver les solutions. Il faut trouver du boulot aux jeunes. Aujourd'hui, notre pays, et je tiens à le préciser, vit des moments très difficiles. Quand on voit nos jeunes qui partent à l'étranger, quand on voit cette hémorragie, je vous le jure, que jamais l'Algérie n'a connu une hémorragie importante par rapport aux compétences algériennes, qui sont en train de quitter le pays, des universitaires, des médecins, des ingénieurs, des enseignants, etc., qui sont en train d'aller ailleurs. Et ces jeunes qui partent, qui s'aventurent sur des bateaux de fortune pour rejoindre l'autre rive. Ça, c'est un danger. Si on perd toutes ces compétences, vous savez, ça va entraîner l'Algérie dans un tunnel pendant 10, 15, 20 ans où on aura du mal à avoir de la compétence. Donc aujourd'hui, il faut réagir immédiatement. L'Algérie a là le potentiel. Il faut y croire. Maintenant, il faut qu'il y ait la politique, la volonté politique derrière. Si on n'y a pas de volonté politique, les chiffres, ils peuvent être inversés, renversés et démontés du jour au lendemain. On voit comment les événements, comment on peut prétendre avoir le contrôle de tous ces chiffres et de toutes ces prévisions, or qu'il y a des événements exceptionnels qui sont en train de faire trembler toute la planète et toute l'économie mondiale, notamment l'après-Covid et le conflit en Ukraine, etc. Aujourd'hui, nous, on subit. On n'est pas dans la situation où on fait l'économie mondiale. On pèse sur l'échiquier politique ou stratégique du monde. Là, on est en train de subir les prix. Si la bourse augmente et si la bourse, elle diminue et on vend notre énergie au prix du marché, on n'a pas d'impact. Même sur les hydrocarbures, on n'est pas le pays qui a le plus à part le gaz naturel, bien sûr, parce que c'est un autre secteur, notre proximité avec l'Europe et les gazoducs, etc., nous font inscrire dans un autre calendrier et un autre plan. Mais en tout cas, aujourd'hui, la réalité, c'est celle du terrain, c'est celle que vit le citoyen quotidiennement. Aujourd'hui, on a des difficultés importantes, notamment à tous les niveaux, dans tous les secteurs. Tous les secteurs sont en difficulté. Après, si il y a des démarches sérieuses, s'il y a une vraie volonté politique des pouvoirs pour aller de l'avant, et on attend de voir les signes. Aujourd'hui, les importateurs sont en difficulté, les industriels sont en difficulté, le citoyen il est en difficulté, les enseignants ils sont en difficulté parce que le pouvoir d'achat il est en train de toucher tout le monde, la consommation a diminué, il y a des industriels aujourd'hui qui fonctionnent une journée sur deux, or qu'il y a 3 ou 4 ans ils fonctionnaient H24, mais tout ça si on ne soit pas attentif
à tout ce qui se passe. On risque des dérapages graves. Et c'est ça ce que je reproche au pouvoir aujourd'hui, qui est en train de donner une image, d'essayer au moins de donner une image à travers les médias, etc., que tout va bien, que nous sommes en train de se développer, que nous sommes... Or qu'en contrepartie, il y a des gens qui souffrent et qui ne trouvent pas une oreille qui les écoute et qui les accompagne dans ces difficultés et trouver des solutions et aller de l'avant. Les chiffres, pour moi, si vous me donnez un chiffre, vous me dites on a créé 1000 entreprises, mais si il y a 2000 entreprises qui ont mis la clé sur la porte, ça veut dire qu'on a fait, qu'on a reculé et qu'on n'a pas fait un pas en avant. Hakim Taibi, Elias Jebali en parlait tout à l'heure, il n'y a pas de ministère de l'économie en Algérie, seulement un ministre des Finances. La loi Finances pour 2023 a été construite sur une base prévisionnelle de $60 pour le baril de pétrole. Est-ce que cette loi Finances va permettre aux Algériens d'échapper à l'inflation ou du moins de l'aborder plus sereinement? Je reviens tout simplement à ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est que l'Algérie n'a pas les moyens de régler ou bien de maîtriser sa propre inflation sur son propre marché. Du point de vue économique, tout simplement parce que les produits qui y sont disposés sont majoritairement importés. Donc l'Algérie va exporter son pétrole plus cher, moins cher, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle va aussi importer des produits qu'elle va mettre sur le marché. Et si ce n'est pas les produits de consommation finale, elle va importer des produits de consommation intermédiaire, c'est ce qu'on appelle les produits semi-finis ou bien la matière première. Tout, on a tendance à constater à l'échelle mondiale une inflation qui touche tout, y compris les matières premières. Ça, c'est une réalité. Monsieur Toumi l'avait dit, même en Europe, il y a des pays qui sont en train de vivre une crise. Je donne un petit exemple. La Grande-Bretagne, l'Angleterre est en train de subir des mouvements sociaux qui n'ont jamais existé par rapport à cette question d'inflation. Donc, il n'y a pas que les pays du Sud, ou bien les pays sous-développés ou bien émergents qui souffrent de cette inflation, mais c'est une réalité qui frappe y compris les pays développés. Nous sommes en France, on le voit quotidiennement, on l'a constaté cette inflation. Ce qui est important aujourd'hui pour dire, c'est que pour que l'Algérie puisse dire je vais arrêter de m'accrocher de façon, je dirais, désespérée à cette économie, à ce secteur des hydrocarbures, je vais essayer de faire autre chose, ce n'est pas du jour au lendemain, ce n'est pas en une année. Ça demande, ce n'est pas une question juste de volonté politique, mais il faut se mettre sur la réalisation, sur l'élaboration d'un plan national de développement qui doit nécessiter beaucoup de réflexion, beaucoup de travail pour mettre en place un plan. Bien évidemment, tout ça suppose une volonté politique de sortir de la situation actuelle, c'est-à-dire de la forte dépendance vis-à-vis des hydrocarbures et aussi vis-à-vis du marché extérieur. Si on continue à importer tout ce qu'on consomme ou bien tout ce que notre industrie utilise pour produire, ça veut dire qu'on n'a pas fait grand-chose. On sera toujours dépendant des prix déterminés à l'extérieur. Donc il faut un plan, un programme national de substitution aux exportations. Il faut exporter autre chose que les hydrocarbures si c'est possible. À la limite, faire déjà un premier pas pour réduire la facture des importations. Et quand il faut la réduire, là, il y a quand même du travail à faire. Ce n'est pas des petites, des annonces comme ça à l'emporte-pièce, de nous dire qu'on va... Je donne juste un chiffre comme ça qui veut tromper même l'opinion. Il parle, on va produire 60 millions de quintaux de céréales. Déjà, la malhonnêteté du gouvernement, elle se situe là parce qu'à l'échelle internationale, on n'évalue pas les volumes de production de céréales en quintaux. On parle de tonnes. Pourquoi le responsable algérien parle de quintaux pour dire 60 millions? Non, il peut dire tout simplement 6,7 millions de tonnes. Ça ne choque pas, mais est-ce que réellement on va pouvoir produire 6,7 millions de tonnes? Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Deuxièmement, est-ce que ça va suffire? Je n'ai pas une idée précise, je crois qu'on dépasse largement ce niveau de consommation en termes de consommation céréalière en Algérie. Je crois qu'on atteint des sommets, nous sommes le deuxième. On était pendant des années, je crois, on était les premiers importateurs de blé dur au monde. Et là, peut-être, je crois qu'il y a un pays qui nous a dépassés.
Voilà, peut-être. Donc, on reste quand même dans des dimensions, dans des niveaux d'importation qui sont excessivement élevés. Je vais juste finir sur la réduction, sur cette question d'importation. Le régime, le pouvoir, le gouvernement nous parle d'une réduction des importations. Mais bien sûr, il va réduire les importations. Ça ne veut pas dire qu'il va produire la contrepartie, tout simplement, il va provoquer des pénuries. Donc ça, on le sait. Il y a aussi cette question, il n'y a pas de médicaments. Ben, il n'y a pas de médicaments, on l'a connu pendant les années 80. On était tous en Algérie, il n'y avait pas de paracétamol, hein. Il n'y avait pas de Doliprane, il n'y avait rien. Pour soigner la tête, on prenait des tisanes parce qu'on allait dans les pharmacies, il n'y avait pas de médicaments. C'était la pénurie, il n'y avait pas d'argent à l'époque, il n'y avait rien. Donc le gouvernement, si un produit, il ne peut pas mettre... comment on appelle, à disponibilité du citoyen un tel ou tel produit, il y a des pénuries, ce n'est pas son problème. C'est au citoyen de se débrouiller pour s'approvisionner. Le lait, le café, le sucre, tout ça, ce sont des produits importés. Ils vont décider de réduire pour réduire la facture. Ils peuvent le faire, mais ça ne veut pas dire qu'il y aura des produits qui seront disponibles sur le marché. Yes Jebaili, on en parlait tout à l'heure, le FMI a du mal à se projeter sur les prévisions du gouvernement algérien. Dans un rapport, le Fonds monétaire international déclare, je cite, l'Algérie aura besoin d'un baril de pétrole à 149,2 $ pour assurer l'équilibre de son budget qui culminera à plus de 13 700 milliards de dinars. Quand on voit le prix du baril aujourd'hui, est-ce que le gouvernement algérien ne commet pas une erreur dans son projet de loi finances ? En fait, très bonne question, parce qu'au fait, le budget est construit sur un prix du baril. C'est pas un prix marginal, hein, c'est un prix, on va dire, c'est pas un prix marginal, c'est-à-dire c'est pas un prix atypique, c'est un prix qui correspond au marché. Il a été construit sur un baril à 60 $. Le FMI, au fait, donc le FMI. Donc, d'ailleurs, il était à Alger récemment, donc il s'est déplacé à Alger. Et il considère, hein, ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont les institutions du FMI, il considère que l'Algérie peut être un pays émergent. Pour être un pays émergent, il faut que le taux de croissance soit entre 3 et 6%. L'Algérie, elle l'est finalement. Mais maintenant, elle l'est, certes, parce que la croissance, elle est tirée par la vente des hydrocarbures et suite à la crise mondiale énergétique. Donc, les taux, le prix du baril a flambé. Donc, c'est une aubaine. Donc, vous imaginez, quasiment, les recettes ont doublé. Quand les recettes ont doublé, forcément, ces recettes, ils vont tirer vers la croissance. Mais il faut savoir l'utiliser aussi. Parce que, c'est que l'Algérie n'a pas de dette. Elle n'a pas de dette. 2, elle est rentière, c'est-à-dire elle exporte que le pétrole. Il faut savoir que l'Algérie, c'est plus un pays gazier que pétrolier. Donc, et généralement, les contrats du gaz, ils se font sur le long terme, sur 20, 25 ans. Donc, c'est des prix déjà qui sont... il y a des clauses contractuelles, les prix sont déjà établis. Donc, si vraiment... il y avait une vision claire. OK, vous avez choisi de rester axé que sur l'exportation des énergies fossiles. On peut faire des petits contrats. Pas forcément on lit des contrats sur 20-25 ans. C'est-à-dire on snapshot. Quand il y a une crise mondiale comme ça, on peut vendre, son pétrole et son gaz au prix au plus offrant. Son pétrole au plus offrant. Ça, c'est des recettes supplémentaires. Mais par mesure, pour sécuriser la rentrée des devises et des recettes, on préfère des contrats à long terme. Maintenant, le FMI, il est clair. Il sait que l'Algérie est un pays, ses recettes, elles dépendent que des hydrocarbures. Donc, forcément, il incite directement ou indirectement l'Algérie de diversifier son économie. Mais sur quoi on va diversifier? 1, on n'a pas fait de réforme économique. 2, vous savez que le FMI, il fait son étude sur 3 inducteurs, sur 3 axes. Ce qu'on appelle les indices économiques ou des prévisions économiques. Le premier inducteur, le premier axe, c'est quoi? C'est la vitesse de la croissance. OK, on voit la croissance, ça tient. Parce que le pétrole et le gaz, vous le vendez, il y a des rentrées, OK, la vitesse, le taux de croissance, il peut croître rapidement.
Deux, quel est l'inducteur le plus important? Les réformes économiques. Est-ce que l'Algérie a fait des réformes économiques? Personnellement, je ne suis pas populiste. S'il y a des réformes économiques, je veux dire, on aurait su. Donc, il n'y a pas de réforme économique. Et trois, la valeur de l'investissement. C'est-à-dire, comme disait très justement M. Toumi, quelle est la valeur de l'investissement, ce qu'on appelle les IDE, les investissements des étrangers en Algérie? À ma connaissance, ça ne dépasse pas $1 milliard. Pour un pays, $1 milliard. Alors que le Maroc, c'est un pays juste à côté, c'est 15 voire 20 fois les IDE. Donc on voit comment, c'est-à-dire qu'un pays, quand il est instable politiquement, il est instable économiquement. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai cessé de dire, quand vous n'avez pas votre souveraineté économique, vous ne pouvez pas avoir votre souveraineté nationale. Donc vous voyez très bien que le FMI, il met en garde, entre guillemets, les autorités et il fait une correction. Il dit que le taux de croissance en 2023, il sera de 2,6%. Alors que le ministre des Finances, il l'annonce à 4,1%. Donc quand même, quasiment, il y a 2 points de différence. Maintenant, vous allez me dire, est-ce que nous allons croire les autorités algériennes qui spéculent toujours sur les chiffres ou le FMI, qui est un fonds monétaire international, qui est apolitique, qui ne fait pas de la politique, mais quand même qui propose, c'est-à-dire qui propose des résultats, qui fait des études réelles et in situ. Voilà, la réalité maintenant, c'est la réalité de l'Algérie. Elle n'a pas une vision claire de l'économie. Il n'y a pas une vision claire, il n'y a pas un programme économique clair. On a eu beaucoup de ministres des Finances et d'économie. On a eu un certain temps à M. Joudi, qui n'est plus de ce monde, je pense, M. Joudi, qui était un économiste éminent, qui a fait ses études à Paris, qui voulait avoir une vision claire. Malheureusement, la politique. Et pour finir aussi, pourquoi, au fait, on ne veut pas réduire la facture des importations? Parce que le but aussi, comme disait justement M. Toumi, si on peut produire des choses en Algérie, pourquoi importer? Si on est capable de produire, on est capable de produire. On a la compétence, on a la jeunesse, on a tout. L'enseigne, vous vous rappelez les anciens, les prêts l'enseigne pour jeunes? On aurait pu inciter ces jeunes à les former dans des centres de formation pour créer vraiment des petites entreprises, des start-up, je veux dire, des entreprises familiales, locales. Vous savez, ce qui fait la force en Allemagne, ce sont les petites entreprises familiales, ce sont les PME et les PMI. Nous, on n'a pas de PME et PMI en Algérie. Soit vous avez des grosses sociétés nationales, soit rien. Donc le privé, il est quasiment absent. Maintenant, comment relancer l'économie? Il faut faire des réformes économiques claires et sortir de ce populisme, de dire attention, le FMI, c'est une main étrangère et souvent on est clair. Non, on n'est pas clair, on spécule. Pourquoi on veut toujours importer et toujours augmenter la facture de l'importation? Parce qu'il y a ce qu'on appelle les rétrocommissions, les commissions, il y a la corruption. Quand vous importez, forcément, vous doublez, ce qu'on appelle, vous maquillez votre facture d'importation. Et j'ai rien contre les importateurs, parce qu'il y a des importateurs qui sont honnêtes, qui sont là pour gagner de l'argent et pour hisser l'économie de leur pays. Mais vous savez, quand vous avez ce melting pot, ce conglomérat entre les spéculateurs qui spéculent sur le prix des céréales, quand ils provoquent les pénuries des produits de consommation, comme le lait, comme le blé, forcément les prix augmentent et le citoyen lambda, hein, le pauvre, il subit en plein fouet quasiment c'est la misère. Hein. Vous savez qu'il y a dans le pays, apparemment, il y a des familles qui mangent une fois par jour. Quand vous gagnez 18 000 dinars avec le taux d'inflation, on se demande la question, comment le citoyen lambda, surtout le citoyen à bas salaire, comment il arrive à vivre. En Algérie, maintenant, on ne vit pas, on essaye de survivre. Quant au, entre guillemets, le rafistolage du ministère qui essaye d'augmenter le salaire des fonctionnaires, alors que le prix augmente, ça n'a pas marché. En Europe, on l'a essayé. Quand l'inflation augmente, il faut indexer les salaires sur le taux d'inflation. Ça ne marche pas, ça revient à la même chose. Vous gagnez 3 dinars
et vous avez 1 dinar, il vous reste 2 dinars. Si le régime, enfin le pouvoir, il augmente à 5 dinars, et si le prix, il augmente en corrélation proportionnelle à 3 dinars, il y a toujours 2 dinars. Donc, ça ne change pas. Et justement, le gouvernement a proposé une augmentation des salaires pour 2023. Je voulais poser la question à Asdine Toumi. Face à l'inflation, le gouvernement, les autorités ont annoncé donc cette augmentation des salaires et des pensions pour 2023. Monsieur Ilyas Djebaili pense que ça ne va pas suffire. Est-ce que ça va suffire selon vous ? Non, moi je dis qu'il n'y a pas de maîtrise de la situation pour le moment. On est à la merci des événements qui sont en train de se passer ailleurs dans le monde. Nous, on est là, on attend, on observe et on va subir certainement ce qui va se passer. C'est vrai que cette crise a été une aubaine, entre guillemets, sur le plan prix-énergie, mais ça ne va pas rester longtemps comme ça. Les prix vont redescendre et tous les calculs vont être refaits, les compteurs vont être remis à zéro et qui s'attendait à ces événements? Personne ne s'attendait. Le monde a cru qu'il avait mis derrière lui la crise financière de 2008-2009. Tout le monde est passé à autre chose, mais le Covid est arrivé, le conflit en Ukraine et le monde entier s'est retrouvé dans des difficultés. Et ça va être la même chose. 2023, moi, je lis avec ma modeste posture, les économistes et les financiers disent que dans le meilleur des cas, l'inflation peut-être va se stabiliser. Elle ne va pas s'aggraver, elle va tourner autour de 8, 9, 10, ça dépend des pays, ça dépend des régions. Mais au-delà, pour aujourd'hui dire qu'on est à l'abri, qu'on va sortir de la crise en 2023, que tout va s'améliorer, je pense que c'est pas. Je pense qu'il ne faut pas être naïf. Les difficultés sont toujours là. Et puis il faut agir. Il faut agir. Nous, c'est ce qui nous manque. Nous, on a le discours, on a les chiffres, on a tout le monde, les responsables du pays n'arrêtent pas de balancer des chiffres, des projets et des actions, mais sur le terrain, tout tarde à venir. Il n'y a pas de résultat. Donc, on ne peut pas construire des choses sur des paroles. Alors moins sur un mensonge. Il faut être réaliste. Il faut dire les réalités telles qu'elles sont. Il faut dire la vérité au peuple. S'il faut se sacrifier, il faut se sacrifier. D'ailleurs, c'est ce que fait le peuple aujourd'hui. Le peuple, on est en train de le duper. On lui donne une image d'un pays qui est riche, qui est hors du danger. Or que le citoyen, il n'arrive pas à planifier pour le mois prochain, pour la semaine prochaine. Il ne sait pas comment il va affronter le mois de Ramadan qui va arriver dans 3 ou 4 mois. Il ne sait pas comment il va être en 2023, s'il pourra se permettre de les vacances. Il ne sait pas, les citoyens ne savent pas s'ils peuvent se permettre un véhicule. On parle des véhicules neufs qui vont venir après 3 ans d'attente. Mais est-ce que le citoyen aujourd'hui de moyens peut se permettre un véhicule neuf? C'est ça les questions qu'on se pose. Alors, arrêtons de duper et de mentir au peuple. Il faut dire les 4 vérités. Aujourd'hui, il n'y a pas de place à l'improvisation. Tous les pays du monde, et mes camarades qui vivent peut-être en France et ailleurs, ils voient les actions des gouvernements de ces pays-là. Ils donnent, comment les gens, ils reçoivent des chèques, ils reçoivent des bonus, ils reçoivent il y a des actions qui sont faites pour endiguer cette dégradation du pouvoir d'achat. Et chez nous, on est au niveau de la parole, du discours. Après, on essaye, excusez-moi, de prendre la situation à la légère. On ne gère pas. Un pays ne se gère pas comme une supérette. Un pays n'est pas uniquement des chiffres, n'est pas uniquement un pays. C'est d'abord le peuple. Le peuple, il est au centre de la gestion d'un pays. Il faut que le peuple d'abord puisse évoluer, puisse avoir un minimum, une vie décente. Il faut qu'il jouisse de ses libertés.
de parler, d'initier, de donner son avis, de donner son idée, d'innover, d'aller de l'avant. D'abord, ça commence par là, et puis qu'il puisse avoir une vie décente, un minimum. Merci Asdine Toumi. Je rappelle que vous êtes militant politique. Merci Lies Djebaili. Je rappelle que vous êtes économiste et fondateur du collectif Algérie Droit Devant. Hakim Taibi, merci également. Vous êtes ingénieur économiste. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous très vite pour un nouveau sujet, un nouveau thème. Merci de votre fidélité. Restez avec nous sur Canal 22.